Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de polythéisme grec. Vous peut-être ne savez pas ou savez, ça dépend, sur cette chaîne il y a déjà des vidéos qui traitent de l'hellénisme ou le polythéisme grec, appelez-le comme vous voulez. Mais là je veux vraiment refaire une vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, ma manière de penser aussi a changé. Je me suis énormément instruite en lisant, en, en échangeant avec d'autres personnes aussi, en écoutant aussi des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et je voulais vous partager ça parce que je trouve que c'est très important aussi de remettre les choses à plat et de voir aussi comment est-ce qu'on évolue dans une pratique qui du coup est une résurrection, si on peut dire ça, d'une pratique antique et toutes les branches qui en résultent. Donc pour parler de polythéisme grec, je ne suis pas du tout dans la branche déjà reconstitutionniste. Je ne reconstruis pas les cultes antiques. Voilà, donc déjà pour savoir si vous cherchez quelqu'un qui est reconstitutionniste, ce n'est pas ici que vous devez chercher. On va du coup parler de un petit peu fragmenter cette vidéo en mode, je dirais en chapitres, disons, ce que moi je vous recommande et comment est-ce que j'ai commencé. Ensuite, un petit peu, je vais évoquer quelques petites choses, les sources que vous pouvez aller chercher, que vous pouvez regarder pour en apprendre plus. Et ensuite, je vous conseillerais des personnes aussi à aller suivre parce que je trouve que c'est toujours très intéressant et que dans notre communauté, on est quand même bien lotis. On a des prêtres et des prêtresses qui enseignent énormément de choses de par leur divinité, mais on a aussi énormément de personnes et de contes qui relaient des faits historiques et de la vulgarisation historique très importante sur la Grèce. Je trouve que c'est toujours très bien d'en entendre parler. Alors, comment moi j'ai découvert on va dire le polythéisme grec? Ça a été, je vais pas dire, je suis rentrée dedans il y a 5-6 ans, un truc comme ça. Et ça a été pour moi genre comme une évidence parce que je croyais aux divinités grecques depuis très longtemps. Même quand j'étais enfant, j'avais beaucoup d'attrait, plus d'attrait pour les divinités grecques que les divinités ou les dieux monothéistes. Et pour moi, ça avait beaucoup plus de sens de si je devais prier quelqu'un, je me serais penchée vers les dieux grecs. Donc, c'est tout naturellement que plus tard, quand j'ai grandi, j'ai découvert le polythéisme grec et j'ai directement sauté dans la communauté, mais je m'y suis pris d'une manière très mauvaise, c'est-à-dire que j'ai d'abord, je suis d'abord rentrée et j'ai écouté un petit peu tout ce que les gens avaient à dire, mais c'était vraiment des gens qui venaient, comme qui dirait, source TikTok quoi. Donc c'est pas vraiment des bonnes sources. C'est-à-dire que dès que quelqu'un te disait quelque chose, t'étais là en mode ok, cette personne en sait plus que moi parce qu'elle est là depuis plus longtemps, donc je pensais qu'elle était apte à me donner des trucs qui étaient véridiquement vrais. Toujours vrai. Et des choses que je devais absolument suivre. Sauf que je faisais machinalement des choses qui pour moi n'avaient aucun sens ou que je ne comprenais pas forcément et j'étais là mais ok si c'est comme ça c'est pas forcément fou. Et donc après avoir discuté et être rentrée notamment sur un serveur Discord, j'ai rencontré des personnes qui sont toujours mes amies actuellement. Si vous passez par là, voilà, j'espère que vous vous reconnaîtrez. Mais donc on a toujours un groupe sur... au début on avait un groupe sur Instagram, sur Discord maintenant on a un groupe sur Instagram où au-delà de partager sur le panthéon grec ou le polythéisme grec, on partage aussi nos vies. Et ça je trouve que c'est pépites. Mais pour en revenir du coup à la religion, parce que là on est en train de s'égarer, donc au travers des perspectives de ces personnes-là, j'ai appris énormément de choses et je me suis dit mais finalement pourquoi est-ce que je suis juste quelque chose que je ne comprends pas forcément. Donc c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment au nerf de la guerre, si on peut dire ça comme ça, à me renseigner historiquement parlant, archéologiquement parlant, et juste à échanger avec des personnes qui elles aussi
avait ces perspectives-là, donc de renseignements vraiment plus détaillés que seulement ce que les personnes vous disent à travers un réel, un short ou un TikTok. J'ai lu La Théogonie d'Hésiode qui pour moi est vraiment... Alors, c'est très indigeste, je vais vous dire ça, à lire. Il y a énormément de choses, c'est un pavé, disons-le, hein, mais pour moi ça reste un livre avec lequel j'ai commencé et avec lequel je me suis dit une religion commence par une théogonie. Donc une théogonie, je vais prendre la définition tout de suite. Laissez-moi 2 minutes, je vais vous prendre la définition. Laissez-moi vous lire du coup la définition selon le dictionnaire de l'Académie française. La théogonie est le système d'explication de l'origine de la généalogie des dieux, constitué par un ensemble de récits mythiques. Voilà, tout simplement. Donc dans cette théogonie d'Hésiode, vous allez voir un petit peu comment les dieux ont été créés, quel dieu appartient à quelle génération, quel père ou mère a cette divinité, frère, sœur, etc. C'est vraiment... Voilà. C'est la théogonie d'Hésiode. C'est pour ça que c'est un peu un texte indigeste et qu'il est vraiment important que vous preniez des pauses aussi quand vous lisez des articles, que ce soit archéologiques, universitaires, historiques. Voilà, faites attention parce que des fois il y a tellement d'informations emmagasinées qu'il faut prendre une petite pause et aller boire, aller écouter une petite musique et revenir après. Mais voilà, ce livre-là, c'est vraiment le livre avec lequel j'ai commencé et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, mais en fait c'est passionnant d'en savoir plus, donc je vais continuer à creuser. J'ai continué à creuser, mais je me suis pas non plus pris de la bonne manière. J'ai creusé plus, j'ai lu l'Iliade, l'Odyssée d'Homère, j'ai lu les Métamorphoses d'Ovide et j'ai justement des livres aussi que j'ai lus d'archéologues qui ont travaillé avec des historiens, qui ont travaillé avec des personnes pour écrire des auteurs en fait, pour mettre en place une sorte de reconstitution à travers les faits historiques et les découvertes archéologiques. Ils ont créé des personnes qui font vivre comme les Grecs antiques. Donc en gros c'est des personnages fictifs mais qui sont transposés dans le monde grec antique des découvertes archéologiques et de ce que les historiens savent. Ouah, c'était dur à dire, mais en tout cas, ce livre est super. Alors ce livre, c'est Une année en Grèce antique de Philippe Matizac et je le trouve vraiment super bien. Donc je l'ai lu et j'ai voulu en apprendre plus encore parce que je me suis dit mais c'est super intéressant. En fait, on suit le parcours du coup de plusieurs personnes à travers la Grèce. Elles peuvent venir de Athènes mais pas forcément que, et c'est ce que je trouve vraiment bien parce qu'on a un athlète donc qui va faire les Jeux Olympiques, on a une fermière, on a une jeune femme qui va se marier, on a une esclave, on suit le quotidien d'une esclave, on a un sculpteur, je crois que c'est un sculpteur ou un architecte, enfin voilà, et je trouve que c'est vraiment super intéressant de voir comment est-ce que c'était à l'époque et comment est-ce qu'il en fait tout s'entremêle, etc. On voit les différents points de vue, couplé en plein milieu du livre, vous avez des photos en fait du coup des fresques, vous avez des photos, des vases, en fait tout ce qui est expliqué est retranscrit en images et du coup en recherche archéologique qui sont concrètes. Et pour moi c'était vraiment très important, je me suis dit bah voilà un livre qui pour commencer à rentrer dans tout ce qui était un petit peu plus pour rentrer dans tout ce qui était un petit peu plus palpable du style archéologie, historique, universitaire. Voilà, pour moi il fallait quand même un petit peu ce truc de mettez une histoire autour et ça va passer tout seul. J'ai trouvé ça vraiment super intéressant donc j'ai commencé à me renseigner sur ça. Après ça je suis passée directement à me renseigner sur les divinités. Sauf que j'étais dans une démarche un peu générale. En fait, je voulais en apprendre plus sur toutes les divinités, mais d'une manière générale. Parce que si je commençais à creuser chaque divinité,
de fond en comble, voilà, j'en avais pour toute une vie et même encore plus, je pense que ça ne suffirait pas, tout simplement. Donc ce que j'ai convenu et ce que j'adore faire, c'est aller voir des personnes qui travaillent, qui sont dévots, qui sont prêtres d'une divinité et de leur dire bah, parle-moi de ta divinité, dis-moi plein de choses, donne-moi ces lieux de culte, donne-moi ces mythes, donne-moi ces épithètes, pourquoi, comment, dans quelle ville, d'où elle vient. Genre vraiment, j'adore et c'est passionnant. Et puis quand une personne est vraiment entretient un lien ou est passionnée par une divinité, ça se ressent dans son énergie, dans son récit de comment est-ce qu'elle va vous le transposer. Et du coup, je trouve que c'est merveilleux. Donc ce qui m'amène à, je suis rentrée de plus en plus dans tout ce qui était le côté communauté, que je trouve très important aussi. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'il y a toujours une personne, j'ai l'impression que ce soit dans mes études, sur mon lieu de travail ou quoi, toujours une personne qui va aussi être soit polythéiste grec, helléniste, ou alors s'intéresser au panthéon grec ou travailler déjà avec une divinité du panthéon grec. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que maintenant du coup j'ai des amis qui sont vraiment très très proches et avec lesquels on fait des cérémonies. Enfin, franchement, je trouve que c'est incroyable. Et dans la communauté, comme dans toutes les communautés, évidemment, il y a des personnes qui vont être extrémistes, il y a des personnes qui vont être un petit peu, qui vont se croire au-dessus des autres, mais aussi, comme dans toute communauté, il y a des personnes super bienveillantes avec lesquelles vous pouvez avoir des échanges, mais tellement enrichissants, et c'est ce que j'adore. Voilà. Donc, je suis rentrée en échangeant, et là, on va dire que les mois où j'ai un peu disparu de ma chaîne YouTube pour parler d'ésotérisme, je me suis focus à lire, à écouter, à comprendre, à lire, à faire plein de choses sur comment vivaient les Grecs à l'Antiquité, l'histoire de la Grèce. J'ai appris énormément de choses, de notions, et je me suis dit mais c'est super intéressant. Donc même si vous êtes dans cette démarche de polythéiste grec, etc., n'oubliez pas aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant de remettre une religion dans son contexte historique et dans son contexte géographique aussi. Super intéressant, super important. Et maintenant je me dis mais en fait voilà, donc ça vient de ça vient d'ici. Et c'est super intéressant de savoir que par exemple, les Grecs n'avaient absolument pas de mot pour désigner le mot religion n'existait pas. Parce que pour eux c'était tellement quotidien et tellement vraiment genre ancré dans leur quotidien, dans leur vie, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, en fait ils considéraient pas ça comme une religion parce qu'ils le vivaient au quotidien. Pour eux la politique était religion. Pour eux, tout était lié à la religion. Donc, ce fait-là de se dire qu'ils étaient tellement, et c'était intrinsèquement lié en fait au Dieu, tout était lié au Dieu, que, enfin, c'était incroyable de se dire que pour eux, c'était pas juste comme on pourrait le faire, je ne sais pas moi, vous savez, tous les dimanches, les personnes qui vont à la messe, non, pour eux, c'était tous les jours, il fallait sacrifier une petite partie de son repas à la déesse Hestia dans son foyer. Le foyer oikos était considéré comme un lieu de vie, mais toute personne qui était dans ce foyer-là était présentée au dieu de la maison, à la gâteau Daimon qui était le bon esprit de la maison. Il y avait aussi, enfin je pourrais vous en parler des heures tellement c'est super intéressant. Sachez qu'aussi, donc ça on va je pense que je vais l'évoquer maintenant, vous savez quoi. C'est aussi super important, pour moi je ne suis plus le calendrier attique. Le calendrier attique, qu'est-ce que c'était? Ou qu'est-ce que c'est en fait? Le calendrier attique, donc Attique c'est une région, là où il y a donc la région de l'Attique, là où il y a Athènes, etc. et tout, c'était une religion. Parce qu'avant c'était divisé en cités-états. Et chaque cité-état en fait révérait des dieux qui étaient différents selon les cités-états, parce que c'était des dieux locaux, donc il n'y avait pas forcément le même calendrier de célébration, parce que telle divinité pouvait être plus importante dans une cité-état qu'une autre.
Voilà, donc quand on vous parle de calendrier attique, on vous parle du calendrier en fait athénien en fait. Le plus souvent, c'est le calendrier athénien avec les Nouménias, ensuite ça finit par le Deipnon d'Hécate, et enfin, c'est toute une trame qui est pour moi, je ne peux pas, enfin pour moi c'est impossible en fait de le transposer à ma vie personnelle moderne, tout simplement. J'ai essayé, je l'ai fait plusieurs fois, j'ai essayé de le faire, mais en fait pour moi ça n'avait pas forcément beaucoup de sens de le faire aussi de ce côté-là. Donc j'ai créé mon propre calendrier avec des célébrations qui ont du sens pour moi, en reprenant aussi des célébrations du coup de la Grèce antique. Et donc je me base pas forcément sur une cité-état de la Grèce antique ou de l'Attique directement. Je me base en fait avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu comprendre, etc. et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait que je pense que vous devez piocher à droite à gauche pour faire votre pratique. Et c'est vraiment super intéressant. Soyez curieux encore une fois. Piochez à droite à gauche et faites-vous votre pratique moderne. On ne peut pas, pour moi, hein, personnellement, je suis pas reconstitutionniste comme je vous l'ai dit, on ne peut pas refaire une pratique antique. Si tant est en plus qu'on n'a pas tous les écrits et tous les savoirs de cette pratique antique puisqu'elle était plus orthopraxique qu'orthodoxe. Mais bon, ça c'est un autre sujet on reviendra plus tard. Et donc, sur ce point-là, on ne peut pas pour moi refaire un culte antique dans son entièreté, sachant que la structure sociétale et la structure politique, la séparation de l'église et de l'état à l'heure actuelle dans notre époque moderne ne peut pas permettre en fait de faire ça. Enfin, voilà, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire de notre mieux, ça c'est sûr, et je pense que tout le monde est dans cette optique là aussi, mais on peut pas forcément faire un truc copier-coller de l'Antiquité. À moins que vous soyez reconstitutionniste et que vous vouliez vraiment faire un truc qui s'y empoche le plus possible. Ce n'est pas mon cas, encore une fois. Revenons sur un sujet qui fâche un peu, et d'ailleurs j'ai été vraiment très contente que quelqu'un le mentionne parce que ça j'en avais parlé dans mes vidéos avant, et c'est quelque chose que j'ai déconstruit moi-même dans mon filon pensée il y a 1 an ou 2, et vraiment j'osais pas en parler parce que je me suis dit mais en fait tous les hellénistes, tous les polythéistes grecs ils vont me taper les doigts, ils vont me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, les maximes delphiques. Voilà. Soyons clairs, revenons sur les maximes delphiques. Et je remercie le podcast de Mithil qui, merci beaucoup, a dit les choses sur les maximes delphiques avec son podcast sur la prêtrise avec ses 2 invités était incroyable. Et donc dans ce podcast là elle évoque du coup les maximes delphiques et je suis totalement d'accord avec elle, et j'étais vraiment contente que au moins des personnes pensent comme moi, parce que on nous dit souvent que les maximes delphiques sont un peu le texte sacré de l'hellénisme, qu'il faut le prendre au pied de la lettre et qu'il faut inculquer ces maximes delphiques dans notre quotidien de moderne, de personnes contemporaines. Non. Déjà, si on se renseigne un tant et soit peu, on comprend et on voit vite que les maximes delphiques ne viennent déjà pas d'Apollon et ne sont pas gravées sur le temple d'Apollon. Il y en a que 3, voilà 3, 1, 2, 3, comme ça. Et pas, je crois qu'il y en a 142 en plus des maximes delphiques, comme ce que les... Je sais même plus, vous voyez, genre tellement ça me... Mais il n'y en avait que 3 qui étaient... vraiment gravé sur le temple d'Apollon. Et ça justement, c'était vraiment incroyable, parce que j'ai une amie qui a voyagé en Grèce il y a des années, de ça, il y a quelques années de ça, et justement elle est allée à Délos voir le temple d'Apollon, justement directement. Et il y avait des petites plaques avec des faits archéologiques, etc. et tout. Et elle me dit oh regardez j'ai pris une photo, etc. Et c'est à partir de ce moment là où je me dis ah mais je vais me renseigner plus sur les maximes delphiques, parce que on nous dit de les suivre, on nous dit qu'elles viennent du temple d'Apollon, mais voilà, qu'est-ce qu'il en est réellement, concrètement? Et bien au final non, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le reste des maximes delphiques, mais il n'y a que 3 maximes delphiques littéralement qui étaient écrits sur le temple d'Apollon. Donc c'est encore une fois, renseignez-vous avant de suivre des choses. Moi-même j'ai suivi des choses que je ne connaissais pas, alors renseignez-vous, parce que du coup vous allez comprendre que, surtout qu'il y a certaines maximes delphiques, je suis désolée mais comment est-ce que vous voulez les appliquer à l'heure actuelle, sachant que rien que la condition de la femme dans la Grèce antique, elle était considérée comme un objet, comme une appartenance
à l'homme de la maison, donc c'est-à-dire son mari, son père, son frère même. Je crois que c'est le Kyrtos. Eh bien, c'est la Maple du montage. Sachez que c'est pas du tout Kyrtos, c'est Kyrios, voilà. Donc vraiment rien à voir. Mais qui était justement la figure d'autorité suprême, et qui était en fait cette personne-là, sa femme en fait lui appartenait comme un objet. Et donc comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, il y a une Maxime Delphi, je crois, je sais même plus, mais je crois qu'elle dit sois bon envers ton mari ou envers... Je suis là, mais pourquoi? Enfin, pour aller où? Pour aller où déjà? Et en tant que lesbienne en plus, je suis là en mode comment ça mon mari? C'est où ça? Où est-ce que vous le voyez? Enfin, personne. Non, mais justement, donc faites attention à ce que vous transposez aussi dans le monde moderne. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont être en commentaire oui, Maxime Delphi, c'est très important. Soit, c'est peut-être important pour toi. Quand j'ai entendu ça dans le podcast de Mithil, j'étais vraiment en mode mais merci beaucoup, parce que j'avais l'impression de ronger mon frein toute seule. Il y a vraiment un moment où je me suis vraiment dit, avec toutes les forces de les gens qui se disaient dévots, là apparemment les gens se disent prêtres. Moi je ne suis plus sur TikTok pour cette raison, qu'il y a énormément de personnes, je trouve, qui malheureusement font de la désinformation et se revendiquent surtout des titres sans savoir vraiment ce que ça implique. Parce que croyez-moi, si tu prends le titre de prêtre ou de dévot, prends ce qui va avec. Prends ce qui va avec. Voilà. Donc c'était vraiment ce moment-là où je me suis vraiment dit, et je l'ai dit récemment à des amis à moi, et je trouvais ça vraiment fâcheux, et j'ai totalement changé d'avis depuis le temps, mais je me suis dit, mais est-ce que vraiment je me considère toujours comme helléniste ou polythéiste grec? Parce que là, avec tout ce qu'on voit, tous les trucs à droite à gauche, tous les gens... Mais en fait, c'est pas ça qui devrait importer. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas vraiment fait de vidéos aussi durant ces derniers mois. C'est que je voulais vraiment me recentrer sur ma pratique personnelle entre moi et les dieux. Tout simplement. La pratique, elle est avant tout pour soi et aussi pour les dieux. C'est un lien qu'on entretient, pas derrière une caméra, derrière un TikTok, derrière un esthétique, mais entre nous et les dieux. Et ça, je pense qu'il faut quand même le rappeler un petit peu, hein, voilà. Parce qu'il y a des personnes qui vont te mettre des super photos en te disant oui, regardez mon hôtel, il est magnifique. Elle va allumer son hôtel que quand elle allume sa caméra. Excusez-moi, mais pourquoi faire? Pourquoi faire en fait? Si tu veux des jolis trucs, je ne sais pas, crée-toi un compte Pinterest et va poster tes jolies photos. Mais ne va pas dans des serveurs Discord poster des photos ou des choses. Et alors j'en ai vu en plus, pardon, excusez-moi, mais générer à l'IA des hôtels. Excusez-moi, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Genre non, vous inventez pas des vies, genre ça ne sert à rien. Vraiment, pour le coup, un hôtel, tout ce qui est le plus basique, une bougie, une petite coupelle pour mettre un charbon, j'allais dire un charbon pour mettre des offrandes dessus, que ce soit de l'encens ou du styrax ou etc. Une coupe pour verser les libations, et pour moi c'est totalement... et à la limite, vous pouvez faire un dessin ou une statue ou que sais-je de la divinité, mais vous n'avez pas besoin d'avoir des hôtels avec des choses grandiloquentes ou quoi que ce soit. Oui, moi-même j'ai des hôtels qui sont fournis, mais ça fait depuis combien de temps aussi que je pratique? Depuis des années. Ça va faire 8 ans, 8 ou 9 ans, je compte même plus les années avec Emera. Donc autant vous dire que à partir de ce moment-là, oui, et j'ai écumé bon nombre de vide-greniers, de recycleries, de Emmaüs pour trouver des choses. Et vraiment on trouve des pépites là-bas, allez-y. Mais je m'égare encore une fois. Tout ça pour vous dire que, avant tout, renseignez-vous. C'est des choses qui sont super intéressantes. Ils se sont dit qu'il n'y a pas besoin de sacrifier des animaux pour avoir aussi l'approbation des dieux. Donc je pense que ça a contribué aussi à la pratique moderne de se dire on a besoin de sacrifier des animaux quoi. Mais bon, dans tous les cas, voilà. Mais c'est aussi pour en revenir à ce truc de... C'est très important les petits gestes. Et les gestes surtout. Le plus gros de la pratique antique était faite dans la pratique domestique. C'est-à-dire chez soi. Donc au sein de l'oikos. Donc comme je vous disais, c'était à chaque repas. Donc on cuisinait dans le feu
le feu était une représentation d'Hestia. Hestia était vraiment celle qui accompagnait au cœur des foyers, c'était la flamme de chaque foyer. Donc on cuisinait au cœur d'Hestia, on donnait une partie de la première bouchée en fait de son repas à Hestia, dans le feu sacré. C'était vraiment très important. Et aussi les libations à la fin, généralement, ils mettaient quelques gouttes sur le sol. Pareil pour les dieux ou pour les morts, mais pour les dieux, tout était en fait ritualisé et agrémenté de gestes, que ce soit du quotidien. La politique, elle était aussi religieuse. Tout était une question de religion. Donc tous les gestes étaient vraiment très importants. Pourquoi est-ce que chaque cité-état révérait des dieux locaux, des dieux et des pratiques en fait qu'on retrouvait avec les grandes lignes, c'était les mêmes, mais le cœur de la chose n'était pas le même, et pourtant ça fonctionnait parce qu'il y avait toujours ce respect très important des gestes rituels. Ce respect de se dire que il y avait en fait comme des règles, genre on ne sacrifie pas d'humains, c'est normal quoi. Donc tout le monde faisait ça, ne sacrifiait pas d'humains, mais toujours dans le livre de Oxford Handbook, etc. Je vous mettrai de toute façon le nom du livre et dans la barre d'infos. Il était dit qu'il y avait des cités qui pouvaient très bien offrir du miel avec des feuilles d'olivier, de l'huile d'olive ou quoi que ce soit, et une autre cité qui pouvait faire un énorme brasero d'animaux. Voilà, c'est juste que tous les deux sont des gestes d'offrande envers les dieux. Et c'est des gestes importants où on va montrer sa foi à travers les gestes, où tu vas montrer quelque chose à travers tes gestes. C'est une religion où tu fais des choses en fait. Voilà, c'est pas une religion où tu vas lire un texte sacré et le suivre, comme les maximes delphiques. Bon, c'était un gros bout, j'espère que je vous ai pas perdu parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai dites, mais renseignez-vous, c'est super intéressant. Super important, super intéressant. Et cette vidéo est très décousue, c'est comme si je vous parlais et que je parlais à quelqu'un comme ça, directement, en disant bah écoute, voilà, si t'as envie de te renseigner sur le polythéisme grec, voilà ce que je te donne. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir sur Insta par rapport aux vidéos que j'avais postées avant et qui me disent ouais, je voudrais en savoir plus sur le polythéisme grec, qu'est-ce que tu me conseilles et tout. Ben voilà, cette vidéo, c'est un peu ma réponse pour vous. Et je vous balance plein de trucs, c'est un peu décousu, mais j'espère que vous vous y retrouverez, que vous prendrez ce qui résonne aussi avec vous et ce que vous avez envie de creuser. Mais avant tout, pour moi, c'est très important du coup et intéressant de recontextualiser toute une religion, toute une pratique antique dans son contexte religieux, dans son contexte géographique et historique. Ensuite, on va parler du coup des divinités. Ce que je vous conseillerais de faire pour, par exemple, vous voulez débuter vos recherches sur une divinité, mais du début. Cherchez d'abord qui est cette divinité en premier, qui est cette divinité, quel est son domaine, etc., son nom, etc. Pour ça, il y a un super site qui est theoi.com. Pour moi, c'est par là où je commence tout le temps. Quand je veux savoir les bases, on va dire, d'une divinité. Je commence par là, et ensuite, je fais des petits embranchements. En gros, c'est comme si vous aviez un petit rond, et après hop, il a plein de petits bras qui arrivent, et ces petits bras sont les autres parties de mes recherches. Donc je commence avec Theoi, voilà. Alors Wikipédia c'est très controversé, mais pour les gens qui veulent vraiment débuter du début, et ça dépend, prenez-le avec des grosses pincettes parce que des fois en fait Wikipédia il n'y a pas des bonnes informations dessus. Donc Theoi c'est en anglais, donc je comprendrais qu'il y ait certaines personnes qui pourraient être rebutées par ça. Utilisez le traducteur en fait, tout simplement. Il y a des traducteurs maintenant sur les sites internet, utilisez-le et voyez ce que ça donne. Mais voilà, Theoi pour moi c'est vraiment le site où je commence mes recherches, et ensuite je vais chercher petit à petit quelles étaient les épithètes de la divinité, pourquoi, comment. Où étaient les cultes de cette divinité, dans quelle cité, de quelle manière, d'où est-ce qu'elle vient à peu près, son histoire. Et vous verrez qu'il y a des divinités qui sont beaucoup plus vieilles que ce qu'il n'y paraît, notamment là je suis en train de faire mes recherches sur Hécate. Mais alors Hécate, elle apparaît à partir du 5e siècle avant l'ère commune, donc avant Jésus-Christ. T'es là en mode c'est incroyable, et t'avais des traces d'elle justement
un peu partout et c'est fou de se dire que ça remonte à si loin. Donc renseignez-vous sur ça parce que voilà, les pratiques, enfin les divinités avant, c'est pareil, vous pourrez trouver des similitudes ou alors des noms de divinités égyptiennes aussi qui sont entremêlés avec des divinités grecques. Parce que évidemment, il y avait tout cet import-export d'informations, de bouche à oreille et aussi, voilà, faut se le dire, c'est des recherches qui sont super intéressantes et vous verrez que aussi sous quelle occupation a été tel pays ou tel... là, la Grèce c'était un archipel plutôt, mais... Enfin bref, vous verrez, donc le culte de la divinité, d'où est-ce qu'elle vient, ses sources, comment est-ce qu'elle a commencé, où est-ce qu'elle est apparue, que faisaient les gens pour ces divinités-là, genre quel rituel, comment est-ce qu'ils... Tout son culte en fait, qu'est-ce qu'il faisait, quelles célébrations il célébrait, comment est-ce qu'il la révérait, enfin, quel sacrifice, type d'offrande il lui faisait, vraiment allez rechercher ça. Après, très important, parlez autour de vous aussi à des personnes qui ont fait des recherches sur cette divinité-là. Croisez vos sources, mettez en commun les sources des personnes. Très intéressant, vous allez apprendre plein de choses. Peut-être qu'une personne a lu un article historique et une autre personne a vu et lu un article archéologique et vous allez vous mettre vos choses en commun et on en apprend toujours. Il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à creuser et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre et on ne finira jamais, je pense. Mais il y a plus une personne qui va se diversifier sur telle chose et une autre qui va plus être spécifique à des recherches sur telle chose et quand on met en commun, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à parler aussi du coup avec d'autres personnes et surtout aussi, voilà, donc quand vous avez le contexte historique de la divinité, que vous avez le contexte un petit peu géographique, que vous avez le contexte archéologique aussi parce qu'il y a des représentations des divinités sur des vases, sur des tablettes en bronze, sur que sais-je, mais des statues, des temples, des ruines, des choses comme ça, voilà. Vous pouvez aussi, dans votre quotidien, commencer et aussi glaner des informations sur les UPG, donc de la gnose personnelle. Donc c'est des choses que les personnes vont expérimenter de leur propre chef. C'est de l'expérience en fait personnelle qui n'est pas sourcée historiquement, qui n'est pas sourcée archéologiquement, mais qui va revêtir seulement de vous. En fait, c'est vous-même. Et du coup les autres personnes, l'UPG d'autres personnes aussi. Et après il y a toutes sortes d'UPG, on va pas revenir dessus, mais enfin il y a les shared gnosis aussi, où des personnes vont partager une gnose personnelle qui va en fait s'avérer être la même chez plusieurs personnes, et ça va faire une gnose partagée en gros, voilà. Mais c'est pour ça que c'est important et que vous soyez au début de stade de votre recherche ou que vous soyez plus avancé et que vous en sachiez déjà beaucoup, n'hésitez pas à aller voir des personnes. Elles vont pas vous manger, hein, vraiment, elles vont pas vous manger les personnes, il n'y a pas de problème. Donc allez-y, échangez avec les personnes, c'est super intéressant et c'est super important. Voilà. Donc voilà, donc que je vous donnerai cette trame là, c'est d'ensuite noter du coup vos UPG dans votre dans un petit carnet et de créer à partir de tout ce que vous avez échangé avec des personnes, lu, appris, votre propre pratique auprès de cette divinité que vous trouvez. Tout simplement. Voilà, il n'y a pas de... Et établir des choses aussi, trouver peut-être des personnes avec qui faire des célébrations, notamment je pense aux Panathénées, aux Aphrodisies, qui étaient quand même des grosses célébrations. N'hésitez pas à trouver des personnes qui aussi sont en lien avec ces divinités-là et qui font des célébrations, participer à des célébrations si vraiment le cœur vous en dit, parce que des célébrations c'est à plusieurs, mais on peut aussi les faire seul. Il n'y a pas d'obligation en fait que vous soyez à plusieurs, hein. Il n'y a pas de problème, hein. On peut le faire seul aussi, hein. J'ai fait des cérémonies seules aussi où on m'a regardé bizarrement dans la forêt parce que j'avais sorti mes trucs. Mais bref, il n'y a pas de honte à avoir. Franchement, voilà. Donc si le cœur vous en dit aussi, n'hésitez pas à participer à des cérémonies, à des célébrations. C'est toujours super enrichissant et vous allez en apprendre et découvrir des personnes.
que ça m'a tellement appris en fait, et ça fait plaisir de voir que, pour moi c'est très important aussi, et ça fait plaisir de voir que la communauté est aussi là très présente, et que c'est une religion, un culte qui a été remis, qui revit en fait, qui est vivant, qui vit maintenant aussi, et il vivait à l'époque, il vivait à l'Antiquité, et de savoir qu'il a traversé les âges comme ça, c'est fou, c'est absolument fou, et je serais très intéressée de justement discuter avec vous de tout ce que vous avez appris, de tout ce que, si vous voulez discuter de vos divinités, il n'y a aucun problème. On va passer pour la partie justement des petites choses. Je vous mettrai toute une liste de livres en anglais et en français, de ce que vous pouvez lire, de ce que vous pouvez écouter pour vous renseigner. Je vais vous mettre aussi une liste du coup des personnes que je suis et qui sont aussi des bonnes personnes pour aller poser des questions, pour aussi vous renseigner et pour vous en apprendre plus. Voilà, parce qu'on a quand même des très bonnes personnes dans la communauté, et je suis ravie d'avoir ces personnes-là dans la communauté qui apportent énormément de choses. Donc c'est une grosse vidéo de 40 minutes. J'espère que vous avez tenu le coup. Voilà, j'ai beaucoup blablaté, j'ai beaucoup donné d'informations dans tous les sens. Ça a été un condensé très rapide de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai emmagasiné, de mes années d'expérience. Voilà, prenez-le si ça vous sert. N'hésitez pas, toujours, quand je le répéterai jamais assez, soyez curieux, croisez vos sources. C'est très important. Mais voilà, pour moi c'est le principal, et je pense que si je devais faire une vidéo ou avoir une discussion avec quelqu'un pour commencer le polythéisme grec, je lui parlerais de ça. Je lui parlerai de tout ça, je lui donnerai toutes ses clés en main et je lui dirai écoute, voilà, vas-y, si vous avez des choses à rajouter, mais faites-vous plaisir dans les commentaires. Faites-vous plaisir si vous avez des choses à rajouter, par exemple des sources que vous voulez rajouter, des petites choses que vous voulez aussi dire, par exemple oh ben t'as peut-être oublié ça, etc. et tout. Moi-même je ne suis pas non plus la science infuse, hein. Sachez-le, absolument pas, loin de là guys, je ne suis pas la science infuse. Donc n'hésitez pas à partager, c'est un espèce de partage, l'espèce de commentaire. Donc allez-y, faites-moi péter ces commentaires et tout le monde peut partager de son expérience aussi, il n'y a aucun problème. Moi je suis ravie de toujours vous lire. Sur ce, je vais vous laisser et aller boire 3 litres d'eau et demi parce que je viens d'enchaîner là toutes les minutes de vidéo. Donc je vais aller boire maintenant et je vous souhaite du coup une très bonne journée, où que vous soyez, à quelle heure de la journée vous regardez ça, le soir, le matin, en plein milieu de la nuit, le midi quand vous mangez. J'espère que vous avez une grosse pause pour écouter les 40 minutes. Mais bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine, que les dieux vous guident, et merci beaucoup de faire partie de cette communauté aussi. Bye bye.